Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour parler de piégeage de frelons asiatiques et de l'évolution dans l'année. Et aujourd'hui on est en compagnie de Gérard Simplot qui nous fait l'honneur de discuter de ça avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour Adrien, en petit honneur. Je vais essayer simplement d'expliquer un petit peu aux apiculteurs et autres personnes quelques pistes de réflexion concernant le frelon pour ne pas faire du grand n'importe quoi, parce que je crains qu'à l'heure actuelle on aille sur du grand n'importe quoi. Voilà, donc on voulait un peu aborder trois sujets. Donc en première partie le piégeage, la destruction des nids qui est très importante aussi, et puis aussi la protection des ruches avec peut-être les muselières ou les harpes électriques. On va en parler un petit peu. Donc déjà, avant de commencer, on peut peut-être te présenter Gérard. Qu'est-ce que tu fais dans l'associatif, etc. Ouais. Bon, je viens d'être élu vice-président du syndicat apicole du Doubs. Félicitations. Et j'étais aussi membre du CA du GDSA, le groupement sanitaire. Il a fallu que je quitte malheureusement parce que je ne peux pas non plus tout faire, mais je reste quand même un adhérent et je suis TESA, technicien sanitaire apicole, pour aller aider les apiculteurs. Donc, sur le Doubs. Sur le Doubs, oui, sur le Doubs. Ouais, très bien, c'est bien de s'investir comme ça prend du temps. Les retraités bien occupés. Voilà. Alors du coup, on peut commencer par parler un peu du cycle de vie du frelon. Quand intervenir du coup pour piéger le frelon? Là, ça y est, on va y être. Il y a quelques frelons qui commencent à montrer leur tête autour des fleurs en particulier. Donc on est mi-mars à peu près. Ouais. Il faut à peu près plusieurs jours à 16 degrés pour que les fondatrices qui vont émerger là commencent un petit peu l'activité. Donc là, ils ont passé plusieurs mois sous la terre, dans les troncs d'arbres, dans les murs et tout ça. Et donc là, elles ressortent, elles ont perdu beaucoup de leur volume parce qu'elles ont vécu sur leurs réserves. Et donc là, la première chose qu'elles vont faire, c'est aller chercher du sucre, exclusivement du sucre, pour se reconstituer un petit peu une santé et pouvoir mener leur cycle. Donc là, on est au tout début. Il va falloir commencer à les piéger, parce que si on élimine une fondatrice dans les semaines qui viennent, ça éliminera un nid. Et un nid, c'est à peu près de l'ordre de 10, 15, 20 000 frelons qui vont naître. Donc si on en élimine une, on élimine 15 000 frelons. Donc qui vont manger, oui, et ça évite qu'ils mangent des milliers d'insectes à leur tour. Tout à fait. Bon, on dit que, alors c'est pareil, les chiffres, ce sont que des chiffres, certains les décrivent un petit peu. Un nid de frelon consommerait entre 10 et 15 kilos d'insectes par an. Ouais, donc c'est quand même conséquent. C'est très conséquent et je pense aussi que ces 10 ou 15 kilos d'insectes, c'est toujours ça que les oiseaux n'ont pas. Et moi, je préfère quand même que les oiseaux aient un bol alimentaire assez conséquent et puissent survivre, c'est plus important qu'un nid de frelons. Donc là, le piégeage qu'on va préconiser, c'est d'essayer de piéger ces fondatrices de différentes manières et surtout de les empêcher un petit peu de faire leur nid. La fondatrice va construire un nid qu'on va appeler le nid primaire, de la taille à peu près grosse balle de tennis, petite balle de handball. Et pour faire la construction de ce nid, elle va mettre à peu près 20 jours, une vingtaine de jours. Ce ne sont pas comme les abeilles, ce n'est pas de la cire. Le nid, c'est de la pâte à papier. Donc elles vont grignoter des branches d'arbres, des troncs, elles vont la mastiquer et avec leur salive, elles vont venir faire construire cette boule en papier mâché. Et donc là, il y a à peu près une vingtaine de jours. À partir de là, après ces 20 jours, la fondatrice va commencer à pondre. Elle est toute seule. Il n'y en a pas d'autres. Et là, elle va commencer à pondre. Elle a fait des alvéoles à l'intérieur du nid. Elle va pondre et il va falloir à peu près une trentaine de jours pour que les premiers frelons apparaissent. On est mi-mars, on va être début avril, on va être fin avril, début mai, pour voir les premiers vraiment frelons apparaître. Après, on va dire après mai, entre mai et juin, ça sera plus la peine de piéger. Voilà, donc là on a un mois et demi pour s'atteler au piégeage de printemps. Ouais, là on va mettre le paquet
Et après, on verra, on devra repiéger à peu près en fin juillet, début août, parce que là, la fondatrice à qui elle a donné naissance vont migrer pour aller se percher à 10, 15, 20 mètres du sol sur les arbres, et à partir de là, on ne les voit plus. Ouais, donc ce qu'on appelle le nid secondaire. Le nid secondaire, et là, ils sont cachés dans les feuilles, et là, c'est techniquement impossible de les voir. Il va falloir attendre septembre, octobre, avec la chute des feuilles, pour voir les nids, et là aussi les détruire. On a trouvé en Bretagne un nid 1,50 m de diamètre. Oui, donc là, c'est des milliers et des Donc là, on est sur sur plusieurs milliers d'insectes. Et c'est là, à partir de là, que la reine, surtout au mois de septembre, octobre, va donner naissance à des futures reines, va donner naissance à des mâles qui vont féconder ces reines pour les années suivantes. Et c'est là qu'il va y avoir une grosse prédation de tous les insectes, et sur nos ruches, nous, que l'on voit, c'est-à-dire qu'ils vont venir chercher les protéines pour nourrir les larves. Et là, gros dégâts, et c'est là qu'il faut recommencer ce piégeage, avec les mêmes appâts. Donc là, faites attention, vous avez une possibilité d'agir au printemps, là, de détruire les fondatrices, ça si on y arrive, là, on n'arrivera pas à éradiquer le frelon. Le frelon, il est là et il restera là. On n'arrivera pas à l'enlever. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec et à maintenir sa pression. Voilà, diminuer un peu la pression. Au maximum, réduire sa pression. Alors, on voit un petit peu. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des pièges derrière nous, et puis on va les regarder un peu un à un, voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, puisqu'il y en a forcément pour chacun. Tout à fait. Parce que la problématique, c'est que on est décrié en disant qu'en piégeant, on détruit toute la biodiversité, et en particulier des insectes pollinisateurs qui vont se faire prendre dans les pièges et on va faire presque autant de mal que le frelon. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce principe-là, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Oui. On a un devoir de protéger la biodiversité. Si on détruit le frelon, c'est pour faire respecter la biodiversité. Le bol alimentaire d'un frelon asiatique, en campagne, c'est 35% d'abeilles. Ça veut dire que c'est 65% d'autres insectes. Donc, quand on protège nos abeilles, on protège toute la biodiversité. Donc ça, il faut important, ça et le dire. Ce que je disais, et aussi les oiseaux, oui, par la même occasion. Oui. Donc, il y a un plan national de lutte contre le frelon qui est établi au niveau national. Hein. Ouais, donc, je mettrai un lien si vous voulez le consulter. Oui, c'est 25 pages. 25 pages quand même. Allez. La lecture du soir. Là, bon, il y a plein de choses évidemment. La chose qu'il faut retenir, c'est que dans ce plan, il y a 3 pièges qui ont été, en fin de compte, homologués. Tous les autres pièges qui ne sont pas dans cette liste ne sont pas, entre guillemets, validés, ne sont pas conseillés. Il y a 3 pièges. Il y a le piège japonais, il y a le piège coréen et il y a le néopie. Ce sont exclusivement ces 3 pièges-là. Alors bon, le japonais, on n'en a pas parce qu'il n'est pas forcément très présent en France, et surtout qu'il coûte cher. Il coûte 60 €. Donc ça, c'est quand même une somme qui va un petit peu couper les élans. Par contre, on a donc ce piège-là, qui est le piège qu'on appelle le piège coréen ou piège à oreille. Hein. Celui-là vaut une quarantaine d'euros. On a les entrées qui se situent ici. Le frelon va venir ici par ces 4 entrées-là. Là, on a un réceptacle qui va recevoir l'appât que l'on va mettre, qui va empêcher tous les insectes de se noyer. C'est ça qui est très important, c'est surtout que les insectes ne se noient pas. Et le frelon, donc, il va rentrer là, il va venir sur cette grille-là, et après, il va vouloir sortir. Et pour sortir, il voit le jour à l'intérieur. Il vient ici, et donc il va descendre dans cette boîte-là qui est sombre, et à partir de là, comme il y a de la lumière sur les côtés, le frelon va ressortir sur les 2 côtés. Et là, pour lui, impossible de ressortir. Donc celui-là, il est homologué, on peut... Celui-là est complètement homologué. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les abeilles, n'y viendront pas, mais les mouches, par contre, viendront.
ou les papillons. Donc vous voyez, il y a des trous de différentes grosseurs qui vont permettre aux petits insectes de pouvoir s'échapper. Par contre, lui, le frelon, il n'y arrivera pas. Si toutefois, il y avait, parce que quand on piège comme ça, on a un risque d'attraper le Vespa crabro, notre frelon européen, qu'on appelle aussi localement le cul jaune, parce qu'il a le cul jaune, tout bêtement. Effectivement. Et donc là, si par exemple dans ce piège on a du Vespa crabro, eh ben, rien ne nous empêche d'ouvrir. Et là, on le laisse échapper. C'est très important. Et s'il y a les deux en même temps? Alors, s'il y a les deux en même temps, ben, on laisse sortir l'un, mais pas l'autre. On se débrouille. Voilà. On essaie de faire le maximum. Après, là, dans ces pièges-là, on laisse les frelons un petit peu se débattre parce qu'ils sont complètement stressés et ils vont lancer des messages de détresse aux autres frelons qui, attirés par cette odeur, par l'odeur alléchée, vont venir donc dans le piège et vont donc venir rejoindre leurs compatriotes et donc on en prendra. Donc un frelon va en attirer plusieurs autres. Et donc voilà, cet appât, on va le laisser. Là, c'est un système de... Je vais vous montrer, pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est un système, il y a une toile ici, il y a des pattes qui vont venir ici, et par capillarité, ça va remonter un petit peu sur le dessus, et donc les frelons vont sentir cette odeur-là. Le frelon, en lui-même, ne vit qu'en mangeant du sucre. Les protéines, quand il va manger une abeille ou un autre insecte, ce n'est pas les protéines qui l'intéressent. Les protéines, c'est pour le couvain. Il va couper l'insecte, il va prendre la partie, le thorax au niveau des abeilles, par exemple, parce que les thorax, c'est là que sont connectés les ailes et les pattes de l'abeille, donc les muscles, donc les protéines. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et ces protéines, il va les emmener pour le couvain. Et donc, du coup, c'est que pendant les périodes où il y a beaucoup de couvains et beaucoup de demandes en protéines qui vont venir sur les ruches. Tout à fait, tout à fait. Donc là, les fondatrices, je vous l'ai dit, elles ont besoin de se faire une petite santé. Elles vont pas aller sur les abeilles. Elles ne vont pas les manger puisqu'elles n'ont pas de couvain à nourrir, puisqu'il n'y a pas de couvain. Donc elles, ce qu'elles vont chercher, c'est exclusivement du sucre. Oui, donc le frelon, là, au printemps, va être attiré par le cotonéaster. Et il adore ça, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous en avez, vous êtes à peu près certain, s'il y a des frelons dans le secteur, vous êtes à peu près certain d'en voir sur vos cotonéasters. Donc voilà, ils cherchent le sucre. Donc peut-être mettre les pièges aussi, peut-être pas loin des cotonéasters, peut-être. Ouais. Ça c'est une bonne solution. Alors, on va pouvoir, à la limite, en trouver quelques-unes de fondatrices sur les ruches, parce qu'elles vont rentrer dans la ruche, non pas pour les abeilles, mais pour le miel qu'elles ont stocké. Donc, veut dire se gorger le miel. Donc, mais elles vont pas tuer les abeilles à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'à une époque, on disait, il faut pas piéger sur les ruches au printemps. Parce que ça va attirer justement les frelons, alors que ça n'a aucune espèce d'importance. Ok, donc on peut piéger au rucher à 50 mètres, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de consigne particulière par rapport à ça. C'est vrai qu'on entend un peu tout à ce sujet-là. Ouais. Alors par contre, ce qui va être important, c'est de trouver son nid. Donc quand on aura trouvé son nid, et puis que, bon, ça dépendra de la saison, parce que ce qu'il va falloir faire, c'est le détruire le soir, pour être sûr que la fondatrice est dedans le nid. Si vous avez détruit un nid, vous avez détruit une fondatrice, vous avez détruit un nid futur. Donc ça, c'est très important. Donc l'important, ça va être de les trouver, ces nids. Et c'est pas facile. Oui, comment on fait alors? Alors, généralement, les fondatrices vont construire des nids, leur nid primaire, sous un abri. Un abri de jardin, une avancée de toit. Elles vont aller dans des endroits assez protégés. Puisque... Et à hauteur humaine plutôt. Et à hauteur humaine. Voilà. C'est vraiment. Elles ne vont pas chercher des endroits difficiles parce que non plus, elles ne vont pas non plus se compliquer la tâche. Et elles vont tourner dans un rayon grand maximum de 500 mètres autour de ce nid-là. Elles ne vont pas aller très loin. Donc ça veut dire que si vous voyez un frelon, c'est qu'il y a un nid dans un rayon de moins de 500 mètres. Donc ça, c'est important. Alors une des techniques, c'est si vous envoyez, vous essayez de le suivre, vous le perdez, vous ne voyez pas où il est parti, et là, elle est partie directement à son nid. Elle n'a pas fait des détours. Elle va directement à son nid. Eh bien, vous regardez le dernier endroit où vous l'avez vu,
et vous mettez une petite coupelle, un petit récipient avec du sucre, du sirop et du vin, et vous attendez qu'elle revienne, parce qu'elle va revenir. Elle est dans la direction d'où elle est. Et petit à petit, comme ça, vous allez tomber sur son nid. Donc il faut bien la regarder après. Voilà, donc c'est un jeu de piste un petit peu. Il faut avoir un petit peu de temps alors du coup. Oui, j'allais dire c'est un jeu de piste pour retraités actifs, mais ça peut être une des solutions. Et une fois que vous avez trouvé le nid, il y a, je dirais plusieurs solutions, mais la plus simple c'est de le détruire. Vous ne risquez pas grand-chose. Il n'y a pas de frelons. Au début. Oui. Donc, vous attendez le soir, et avec, je ne sais pas moi, là, je vais vous dire n'importe quoi, pourquoi pas un bocal, voilà, vous avez qu'un bocal parce que le nid n'est pas très gros, ou un bocal à peine plus gros, et vous venez enfermer le nid dans le bocal, vous le scalpez, vous remettez un bouchon, là c'est un bouchon, mais ça, vous remettez un bouchon dessus, et puis voilà, vous avez attrapé la fondatrice. Alors ça, congélateur. Oui, quelques heures et hop, comme ça. Ou y a pas un bac d'eau, et puis ça va très bien. Alors certains disent oui, mais vous, la maltraitance animale, vous ne vous rendez pas compte, vous faites souffrir le frelon. Oui, mais tant pis. Il fait souffrir énormément d'abeilles. Donc voilà, je dirais. C'est assez rapide quand même, de l'eau. Ouais. Et là, et voilà, et vous avez pu le faire. Si toutefois, vous avez quand même un petit peu d'anxiété par rapport à ça, il y a des voisins, il y a des gens, il y a des apiculteurs dans le secteur, vous les appelez, ils viennent et puis ils vous aideront à le détruire. Ça, voilà, c'est très simple. Et ça n'engagera pas d'argent. On verra que, par contre, la destruction du nid d'été, là, ça peut coûter un peu cher. Ouais, donc à partir de quand on fait appel à un destructeur qualifié ? Quand on a vu les nids secondaires qui sont dans les arbres à partir de août, septembre, octobre. Ouais. Là, le conseil, c'est surtout, on ne s'approche pas du nid. Oui, quand il y en a des centaines de frelons énervés, là, ça peut être vite compliqué. Des milliers même. On parle de milliers. Donc voilà, ce piège-là, donc il est agréé pas dans le cadre du plan de lutte nationale. Il y en a un autre qu'on appelle le néopie, c'est ça. Alors ça, c'est pas un piège, c'est un morceau de piège. C'est-à-dire qu'on va un petit peu faire ce système-là qui s'appelle le Jade Pro, c'est un piège de Jade Pro. On va prendre une caisse ou on va prendre un bidon, genre bidon de lave-glace de 5 litres ou d'eau de javel ou je ne sais quoi, et on va venir fixer ce piège, cette entrée de piège, comme ça, ici. On vient le visser ou le boulonner sur une caisse, sur un récipient. On peut faire une caisse en bois, on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est pareil, on va mettre un appât à l'intérieur et le frelon va venir ici, va rentrer par là et une fois qu'il sera à l'intérieur, il ne pourra plus ressortir. Donc celui-là, il est agréé. Mais là, c'est pareil, on peut faire n'importe quoi. Oui, parce que du coup, il y a l'appât aussi. Il ne faut pas qu'il soit accessible. Tout à fait. Là, si on met au fond d'une bouteille, d'un récipient, on met du liquide, tous les insectes vont être attirés par l'appât, vont rentrer et vont se noyer. Donc, il ne faut surtout pas que l'on laisse les insectes se noyer. Donc, il y a plusieurs techniques. On met de la paille au fond. Comme ça, les insectes vont pouvoir grimper et ressortir. Des graviers. Oui, j'ai entendu des cailloux. On peut mettre aussi des éponges, puisque l'éponge va être imbibée. Donc les insectes vont marcher dessus et ne vont pas se noyer. Donc voilà, il faut être très précautionneux par rapport à ça. Après, ce qu'on appelle les Jade Pro, ces systèmes-là, soit vous pouvez acheter la caisse complète qui est livrée comme ça, avec une grille, on met l'appât là-dessous, on vient poser ça dessus, il y a la grille, les insectes ne vont pas venir se noyer dans l'appât, et il y a ces cônes là de sortie qui font que tous les insectes pourront sortir. Reproche, je vais adresser des reproches parce que, vous voyez, tous les trous sont de la même taille. Alors que là, si vous observez, il y a des trous qui sont plus grands, un peu différents, qui empêchent le frelon de sortir, mais qui vont peut-être permettre à certaines espèces de sortir. Là, les abeilles vont sortir, ça doit faire du 5-5. Là, les abeilles vont sortir, mais des grosses mouches, pas évident qu'elles le fassent. Donc,
voilà, un deal entre ça et ça serait pas mal. Il faudrait un petit peu. Tout le reste, on ne peut pas conseiller aux gens de les utiliser parce qu'il y a trop de risques de destruction d'espèces importantes. Hein. Et si on attrape d'autres insectes, à cette époque-ci, ce sont ce qu'on appelle les gynes. G-Y-N-E, ce sont les reines qui ont été fécondées à l'automne, mais qui n'ont pas encore pondu. Hein. Okay. Donc ça, c'est les futures reines. Et donc, si on détruit un insecte maintenant, c'est les futures fondatrices, donc on détruit sa descendance en même temps. Et c'est ça qu'on reproche un petit peu aux apiculteurs qui piègent un peu n'importe comment. C'est ok, on détruit du frelon, mais on détruit quand même beaucoup d'autres espèces. Donc il faut faire très attention. Ceux-là, on a la main sur la protection des autres espèces. Tous les autres, en particulier, celui-ci, par exemple, le Vetopharma, hein, qui au début a été utilisé, beaucoup utilisé. Bon, là, vous mettez au fond de l'appât, vous refermez, si vous pouvez. Vous mettez ça pour l'accrocher sur une branche. Hein, vous venez le suspendre sur une branche, et puis voilà. Le frelon rentre par là, vient rentrer dans les deux trous qui sont faits là, et il ne peut pas ressortir. Mais là-dedans, vous attrapez tout et n'importe quoi. Papillons, mouches... Pas du tout sélectif. Pas du tout sélectif. Hein. Parce que là, et en plus, bon, vous voyez, ce piège-là, ou ce piège-là, s'il y a un petit insecte qui est pris à l'intérieur, hop, ici, eh bien, quand il va vouloir s'échapper, il y a tous les trous ici par lesquels il va pouvoir s'échapper. Hein, il a une possibilité, même sur le cône, il peut venir s'échapper par là. Les trous sont trop petits pour le frelon, mais pour les autres insectes, il peut. Là, quelle chance il a, l'insecte, de s'échapper? Il ne peut pas. Là. Il n'a rien. Il n'a aucune chance de s'échapper. Donc là, on va attraper tout et n'importe quoi. Donc le Vetopharma, bon, bien sûr, 40 € celui-ci. Là, vous devez en avoir pour 6 ou 7 €. Quoi. Et voilà, c'est la différence de prix qui est importante. Donc, je comprends les gens qui disent, moi, je ne peux pas investir dans 40 €, donc je vais me replier là-dessus, mais à un moment donné, il y a peut-être d'autres choses. Celui-ci aussi qu'on appelle le piège-couvercle, hein, vous prenez un pot de n'importe quoi, vous achetez ça qui doit valoir dans les 2-3 €, hein, et vous venez mettre ça là-dessus, et vous avez un piège. Hein. Problème, si vous mettez de l'appât là au fond, cet appât, tous les insectes vont venir s'y noyer. Alors si vous le suspendez à un arbre, là c'est pareil, c'est la catastrophe. Donc le conseil qui est donné, c'est de les mettre par terre. Le problème, il roule. Alors il y en a qui ont mis des petites pattes ici, de chaque côté, comme ça, il est pour le poser et peuvent plus rouler. Donc ça c'est très intelligent. Et là, quand les insectes vont rentrer à l'intérieur, si vous avez mis la paille, des graviers ou une éponge, c'est évident que les petits insectes ils vont venir se servir en sucre et ils vont pouvoir ressortir par là. Attention, il n'est pas agréé, mais quitte à créer des dégâts, on en créera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Avec ça, donc il faut suivre ces conseils-là. Mais bon, voilà. Je ne devrais peut-être pas dire on peut utiliser cela, mais les personnes qui diront, moi je n'ai pas les moyens, là ça me va très bien, au moins essayez de minimiser l'impact négatif que vous aurez sur la biodiversité. Quoi. Voilà, les apis, respectez bien ces conseils utiles. Ça, c'est catastrophique aussi. Il s'appelle comment du coup? Ça, c'est le piège à guêpes qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin qui se respecte. Hein. Parce que là, donc c'est pareil. Il y a un trou, les insectes vont rentrer par là, ils vont venir ici, là vous mettez l'appât, et puis voilà quoi. Là, vous imaginez bien que là, tous les insectes qui vont venir, comment ils vont faire pour s'échapper? Ils peuvent pas. Ils repartent pas. On dit mais le frelon il rentre par là, il devrait ressortir par là. Mais non, le frelon lui, il va aller à la lumière. On a de la chance d'avoir un frelon qui n'est pas très intelligent, il va aller sur la lumière et il ne va pas penser à redescendre par où il est venu. Donc là, pour les autres insectes, c'est la catastrophe. Donc il faudrait à la limite l'adapter, faire le même genre d'ouverture, de trous
dans le couvercle ou sur le côté, ouais. pour permettre aux insectes de s'échapper. Ouais, mais là, bien mettre au fond de la paille ou des cailloux en plus. Paille, cailloux, oui, éponge pour éviter la noyade, mais je pense qu'un insecte qui va venir là, il va essayer de remonter sur le bord qui est lisse et il risque il aurait du mal. Donc ça, franchement, je ne vois pas comment on peut l'adapter efficacement pour empêcher la destruction de tous les insectes. Donc celui-là, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Moi, je le déconseille à éviter. Ah oui, celui-là à éviter. Et il y a quelques années, il y a à peu près 2 ou 3 ans, ou même 3-4 ans plutôt, on disait, on prend une bouteille minérale, on vient faire une découpe en rectangle en faisant les diagonales de 2 cm sur 1 cm, on vient replier à l'intérieur les triangles qu'on vient de découper, on met de l'appât, et puis ça va très bien. Oui, ça va très bien, mais là on est dans pas du tout le sélectif. Pas du tout ce qu'on cherche à avoir finalement. Et on attrape même des limaces, bon, des fois ça fait du bien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui était préconisé même par les groupements sanitaires, parce qu'on était au b.a.-ba de se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y avait cette solution-là. Et maintenant, les groupements sanitaires disent, non, ça stop, vous arrêtez. C'est de l'amélioration de pratique en ayant vu les effets négatifs qu'on peut avoir sur cette pratique. Quoi. Parce qu'il y a eu des retours en disant, non, c'est pas possible de faire ça, on est trop dans la destruction systématique de tout, quoi. Donc on peut les poser du coup 2 fois par an, une fois au printemps pour les rennes de frelons asiatiques et une fois à partir d'août à peu près. Oui, c'est ça. On met à partir d'août jusqu'à novembre à peu près ici en Franche-Comté. Oui. L'année dernière, il y avait encore des nids un petit peu actifs au mois de novembre, quoi. C'est ça qu'on a vu un automne très chaud. Ben oui. Et donc ils continuent un maximum. Et il y avait un peu de floraison de lierre ou de choses comme ça. Donc ils ont pu rester dans la saison. Alors là, en appât, ce qu'on conseille, qui est le basique, parce qu'il y a des appâts qui sont vendus dans le commerce à base de je ne sais pas quoi, de sucre en priorité, parce que le frelon est attiré par le sucre, mais aussi on va mettre nous de l'alcool, en particulier soit du vin blanc, mais du vin rouge ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre ni du meursault ni du pommard. Un vin blanc ordinaire ira très très bien. De la bière aussi pour le côté alcool et du sirop, grenadine, cassis, ça va très bien. Le frelon est attiré par le sucre. Il cherche avant tout du sucre. Donc il va venir attiré par ça. On met de l'alcool pour empêcher toutes nos abeilles d'y aller. Parce que si on ne met pas d'alcool, les abeilles vont venir. Oui, et puis là, c'est pas le but recherché non plus. Et là, on court à la catastrophe. Les abeilles ont horreur de tout ce qu'alcoolisé. Dans le futur, certains laboratoires, parce que bien sûr, il va y avoir de l'argent à se faire, sont en train d'étudier des phéromones pour attirer les frelons asiatiques, exclusivement les frelons asiatiques. Quand ils auront sorti ça, on a gagné. Parce que dans ces pièges, on mettra l'hormone qui va bien, la phéromone qui va bien, et là, il n'y a que les frelons asiatiques qui viendront. Donc on n'aura plus de soucis à avoir en disant qu'est-ce que je vais détruire d'autre. Donc ça serait parfait. C'est pas loin. J'ai vu, c'est M. Darouzé là, qui commence à en parler un peu avec son équipe. Donc affaire à suivre pour... Oui, ça on donnera des nouvelles dès qu'on aura ça. Donc à partir de là, donc nous, quand on protège la biodiversité, on protège tous les insectes, mais on a nos ruches. Donc on a des moyens techniques de protéger une ruche. C'est-à-dire de rajouter des choses qui vont permettre que nos abeilles puissent sortir, ne puissent pas être agressées ou tuées par le frelon, mais ça nous appartient en propre. C'est nous, apiculteurs, qui sommes capables de le faire. Le minima que l'on fait, c'est de mettre des entrées devant les ruches. Donc il y a 2 types d'entrées. Il y a ces entrées qu'on appelle les entrées blanches. Pour ceux qui ont des ruches avec des plateaux Nico, pour ne pas le citer. Donc on vient clipser ça. Et là, les entrées là permettent aux abeilles de sortir et de rentrer. Alors là, c'est trop gros. Ça fait 8 ou 9 mm.
les frelons sont capables de rentrer là. Donc quand on a une grosse attaque de frelons, on met ces entrées-là, qu'on appelle les entrées vertes. On est original, blanc, vert. Pour les citer, c'est facile. On sait de quoi on parle comme ça. Quand c'est posé sur la planche d'envol, l'entrée ici fait 5 mm 5. Et là, le frelon, la plupart des frelons, il y en a peut-être mais les plus petits qui peuvent passer. Les plus petits vont passer, mais les frelons ne pourront pas passer. Et donc là, on protège les ruches. Parce que ce qui se passe, c'est que le frelon, lui, il va venir tourner autour des ruches, il va venir se poser sur la planche d'envol pour attraper une abeille, il l'attrape, il l'emmène sur une branche d'un arbre à côté, et là, il la découpe. Donc, les abeilles sont hyper stressées. Et quand il y a un frelon, à la limite, ça va, mais s'il y en a 4 ou 5, les abeilles sont devant les ruches. Et puis elles ne butinent plus. Elles font plus rien. Elles sont hyper stressées, donc elles rentrent, elles ne sortent plus. Donc elles ne vont pas chercher à manger, elles ne peuvent pas nourrir le couvain, et donc la ruche va mourir. Et on a l'habitude de dire que une attaque de 30 frelons asiatiques sur une ruche est capable de détruire une ruche de 30 000 abeilles. Oui, donc c'est quelque chose. Voilà, alors, par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas les mettre trop tôt dans l'année parce que les mâles ne peuvent pas sortir du coup. Voilà. Dans les mœurs des abeilles, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à un moment de l'année, à partir du mois de septembre, les mâles ne sont plus utiles à la ruche puisqu'il n'y a plus de fécondation de reines à faire. Donc, ce que font les abeilles, c'est qu'elles les chassent. Et si vous mettez une grille comme ça, le faux bourdon est trop gros et elles ne vont pas pouvoir le faire sortir. Donc voilà, il y a une surveillance à avoir pour permettre l'évacuation des faux bourdons. Donc on peut dire à peu près à partir de septembre à peu près pour les placer. Ouais. Mais l'année dernière, on a vu des faux bourdons dans les ruches au mois d'octobre. Très tard, oui. Donc là c'est compliqué. Là. Parce que là, en plus du frelon, il y a le réchauffement climatique qui nous pose problème. Donc les abeilles aussi changent un petit peu leurs mœurs, quoi. Donc ça, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire le minima que l'on peut mettre en place. Et après, on a plein d'autres techniques. Ouais, il y a les muselières, par exemple. Je peux mettre une image, à l'écran. Alors la muselière, c'est mettre devant, comme son nom l'indique, un museau devant la ruche avec un petit grillage, ce qui fait que quand les abeilles vont arriver, vont pouvoir se poser ce grillage et rentrer dans la ruche. Mais comme le grillage, c'est généralement des mailles de 5,5, et le frelon, lui, il ne va pas pouvoir rentrer. Hein. Donc ça marche. Il faut les mettre plutôt le soir pour que les abeilles s'habituent ou pas forcément? Alors, certains disent qu'elles vont mettre à peu près 2 ou 3 jours à s'habituer. Mais bon, dans un premier temps, elles n'aiment pas trop, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui les gêne. Parce qu'une abeille qui revient de butinage, si elle était un peu loin, elle est quand même fatiguée et ça l'empêche de passer. Et par contre, après, elles se rendent sans doute vite compte que ça les protège justement du frelon, qu'il n'y a plus de frelon. Comme ça, l'entrée n'est pas stressée par les... Ça, c'est très, très en vogue à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'ateliers de fabrication de ces harpes. Hein. Donc, le principe, il est simple, c'est on va tendre des fils verticalement et on va venir alimenter un fil sur 2. On va faire des ponts, un fil sur 2. Au-dessus, on va faire donc le 1, 3, 5, 7, 9. Et au-dessus, on va faire 2, 4, 6, 8. Et on va venir mettre une connexion électrique avec un petit transfo. On va mettre sur le 1 le plus, sur le 2 le moins. Et donc on va avoir ici une alimentation donc en positif et en négatif ici. Le frelon, j'expliquerai un petit peu les cotes après, le frelon va venir, va essayer de passer au milieu. Et comme il fait 2 cm 6, 2 cm 7 d'envergure, 2 cm 7, l'aile gauche va toucher le fil plus, l'aile droite va toucher le fil moins. Et il va se prendre une petite secouée et bien sûr il va tomber. Tomber en bas. Il va tomber. Alors le principe il est entre chaque fil il doit y avoir 2 cm 6, 2 cm 7. Pour éviter, les abeilles elles vont pouvoir passer, même si elles touchent un fil, elles ne toucheront pas l'autre, donc elles vont pouvoir passer, elles ne craignent rien. Le frelon européen, malheureusement, il craint, mais ce n'est pas du genre à venir traverser ce genre de choses, donc ça va aller très bien. Donc le principe, il est là. Donc vous voyez, on a tendu des fils verticalement. Alors, un fer à béton ou un tube en métal, un tube en plastique. Généralement, les gens prennent de la gaine électrique qui est
striés, déjà des stries. Et je crois que tous les 6 stries, on vient tendre le fil. Et comme ça, on a. Donc moi, j'ai fait différemment, c'est-à-dire que j'ai pris un tube, je suis venu marquer tous les 2 cm 7, je suis venu faire une encoche pour permettre à mon fil de venir se mettre. Et voilà, j'ai à peu près ça. Et après, le problème, c'est que les fils sont plus ou moins tendus. Donc quand on est apiculteur, on a la roulette pour tendre les fils de cadre et on vient, hop, je vais essayer de le faire depuis le bas, on vient passer un coup de roulette et comme ça, les fils sont tendus. Tout est retendu. Bon, tous les apiculteurs ont la roulette, donc... Oh oui, ça, un bon apiculteur qui se respecte, quand il fait ses cadres ou même quand il les fait pas, il tend. Et là après, on peut jouer de la harpe. Alors, là, il est en cours de fabrication, il faut peindre le bois, parce que le bois blanc, comme ça, va un petit peu... C'est plus visible. Quoi. Donc, camouflage, vert, marron, pour un petit coup de bombe dessus pour enlever le blanc. Après, quand on a... Vous voyez, il y a ce système-là, parce que quand on tend, c'est pas forcément bien tendu, ce qui fait qu'on met ce système-là pour que ça puisse coulisser plus ou moins, enfin, il laisse un petit peu de marge. On vient retendre ici, comme ça, on est sûr que ça tient bien, quoi. Et après, l'alimentation, elle se fait donc avec un transfo. Donc là, c'est pareil, enfermé dans une boîte. Après, voilà, je pourrais peut-être mettre des guides en lien. Là, il y a des GDSA qu'on publié. Ouais. Et puis, il y a plein de tutos. Oui, il y a plein de tutos. Il y a plein de tutos. Donc après, soit on est près de sa maison, on vient brancher ça, on vient tirer un câble, on vient le mettre branché directement. Ou alors des petits panneaux solaires. Ça fonctionne très bien. Pour une cinquantaine d'euros. Ou j'ai même vu quand son rucher est assez loin des habitations, une batterie de voiture. Ah, vous la chargez et après ça dure à peu près une quinzaine de jours. Et vous venez la recharger tous les 15 jours, 3 semaines, et puis comme ça, ça alimente. Hein. Donc ça, c'est très en vogue à l'heure actuelle, ça marche très bien. Et puis surtout que c'est pas cher, c'était ça aussi le gros avantage, une quinzaine d'euros pour monter... Ce qui coûte le plus cher, mais c'est retrouver un transfo, c'est un transfo. C'est une trentaine d'euros peut-être le transfo, je sais plus. On peut en acheter dans le commerce, hein. Il y en a qui existent dans le commerce, c'est 250 euros. Ah, de tout compris. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le frelon va tomber là, s'il tombe là, il a pris une petite secouée, mais il va se réveiller. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un bac ici, avec des pitons, on vient le poser, et on le remplit d'eau et de savon. Et de savon, de liquide vaisselle, parce que si vous mettez que de l'eau, tous les insectes vont venir se noyer dedans, et nos abeilles en particulier, que si vous mettez du savon liquide, là, il n'y a pas de souci, les insectes ne viendront pas, ils n'aiment pas du tout le savon. Donc voilà, ça, quand on a mis ça en place, là, il y a de très très bons résultats. Soit il y a une question qui vient, c'est comment on la met par rapport aux ruches, est-ce qu'on la met devant, sur le côté Surtout pas devant, parce que là, ça peut perturber les abeilles. 2 ruches, et on la met perpendiculaire à mes ruches qui sont ici. On a nos ruches qui sont alignées comme ça, sur la droite là, je ne sais pas si on voit bien, il y en a plusieurs ruches comme ça, eh bien on vient mettre la harpe comme ça. Parce que le frelon, il a une tendance à tourner. Tourner autour. Donc il va venir, surtout pas le mettre devant la ruche. Parce que j'ai entendu parler que, surtout pour les miellées, qu'il y a beaucoup d'abeilles qui rentrent en même temps, elles peuvent être à 2, à passer en même temps, et là ça peut tout toucher. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est mettre sur les côtés. Alors ça, c'est des pratiques pour les apiculteurs qu'on dit de loisirs. Oui. Vous imaginez bien que l'apiculteur professionnel qui a 50 ruches, il lui faudrait à peu près de l'ordre de 50 ruches, ça va faire une quinzaine, une vingtaine de harpes. Même plus que 50 trucs, quand ils ont plein de ruchers différents. Oui. Alors, sur un rucher, 50 ruches sur un rucher. Du coup, quand il a 500 ruches, ça en fait 10 de ruchers, ça multiplie. Donc c'est techniquement impossible. Qu'ils les construisent ou qu'ils les achètent, c'est un gouffre économique. Est-ce qu'on dit qu'il faut à peu près une harpe pour 10 ruches, à peu près, ça dépend les ratios après Sur 10 ruches, moi j'en mettrais 2. 2 déjà. Ouais. Oui, donc oui, ça fait vite beaucoup. Alors fabriquer, quand on a des ruches, fabriquer, je te dis là, c'est vraiment pour les apiculteurs de loisirs. Les pros, là-dessus, ils n'ont pas beaucoup de solutions, quoi. Alors il y a d'autres choses aussi, mais c'est pareil, qui ont un coût. On met devant la ruche, on met une sorte de tente. Il y a une entrée qui est devant. Les frelons, la tente est dans la ruche, il y a une entrée qui est devant. Les frelons rentrent, ils vont sur la planche d'envol, puis pour partir, ils partent en hauteur.
Ils vont pas ressortir. Ils vont aller là et au-dessus. Et puis au-dessus, on peut mettre soit des pièges ou des choses comme ça. Un anti-retour une fois qu'ils vont. Et comme ça, on les récupère comme ça. Mais là, c'est pareil. Une tente, c'est une tente pour une ruche. Oui, donc là, il faudrait beaucoup de temps. 1000 ruches, ça devient techniquement impossible. Et en plus, avec même les saisons qu'on a maintenant, il y a du vent. Et là, les tentes. Ah oui, là, sauf quand il y a les orages. Ouais, parce que là, ça vole un petit peu partout. Effectivement. Mais bon, là, les apiculteurs, eux, ils ont des solutions. J'en ai sans doute oublié. Parce on peut peut-être en parler vite fait, mais sur Internet, j'ai déjà vu des NAS aussi, tout en grillage de 6 mm. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Une NAS de 60 cm de haut par 40 de large, et on peut le mettre par exemple sur des hausses ou sur un appât, et effectivement les frelons, quand ils viennent dans la hausse manger un peu le miel, ils sortent tous par le haut de la hausse et ils sont dans la NAS. Il y en a qui viennent mettre aussi devant la ruche des caisses avec des coudes d'arrivée d'eau, hein, des coudes en PVC, et ils viennent fixer ça sur une caisse, et les abeilles arrivent à sortir et à rentrer par là, et les frelons, eux, quand ils rentrent, ils n'arrivent pas non plus à ressortir. Je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas plonger dans le noir, donc ils n'y vont pas. Et ça, pour certains, ça a de très bons résultats aussi. Mais bon, c'est de la fabrication. Si on n'est pas bricoleur, eh ben, il y a des choses qui existent toutes faites qui vont très bien, quoi. Mais bon, ça a un coût. C'est évident, comme toujours. En tout cas, il y a du choix. Tout à fait. Il y a des erreurs à pas faire. Et voilà, faut essayer aussi un peu tout ce qui est proposé dans ce qui est normé, on va dire, ou en tout cas ce qui est acceptable. Oui. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire. Tout à fait, tout à fait. Un nid a été découvert à la chute des feuilles, qu'on voit des nids qui existent. Là, il n'y a pas d'intervention personnelle à faire, quoi. Là, on est obligé de s'adresser à des professionnels. Et donc, il y a un site qui existe, qui est très important, qui s'appelle lefrelon.com. Je mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Vous allez sur ce site-là, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse, et on vous demande ce que vous signalez. Est-ce que vous avez vu des frelons? Est-ce que vous avez vu un nid? Est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Et à partir de là, cette information va à un responsable qui a dans le secteur où le nid a été vu, ce qu'on appelle un référent, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté de devenir un petit peu le référent du coin dans lequel il habite. Qui sait reconnaître. Voilà, qui a eu une mini-formation de quelques heures, on lui a appris le frelon, enfin on lui a appris tout ce qu'il faut pour être efficace. La personne va aller vérifier que c'est bien un nid de frelon, parce que beaucoup de gens... Ouais, j'ai vu un nid de frelon asiatique, c'est du frelon européen, au mieux. Ou alors j'ai vu un nid de frelons et c'est de la guêpe germanica. Donc le référent va vérifier, va valider la présence ou non d'un nid, et à partir de là, il y a mise en route il y a un désinsectiseur qu'on appelle les 3D qui va aller, lui, diligenté par une mairie, par un particulier, par une association, qui va aller, et lui, qui a le matériel adéquat pour pouvoir détruire le nid. Puis et le produit aussi adéquat. Et le produit adéquat. Bon, souvent ce qu'ils utilisent, c'est la pyrètre, qui est un insecticide biologique, mais bon, avec ce que ça comporte d'insecticide, quoi. Donc là, il va injecter, ils ont une grande canne en carbone avec un tube dans lequel ils injectent cette pyrètre, et ils viennent transpercer le nid du frelon, ils viennent injecter ça à base de pompe à l'intérieur du nid, et ensuite, voilà, il y en a pour 10 secondes, et après ils attendent. Et si c'est possible, si le nid est accessible, dans les 72 heures qui suivent la destruction, l'injection du produit, ils ont obligation de venir le détruire. Simple raison, c'est que quand ils vont injecter ça, les frelons adultes vont être tués, mais il y a encore plein de couvains. Et le couvain, lui, ne va pas forcément être détruit. Donc il faut détruire le nid, le descendre et
le détruire. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien pris en compte. Souvent, on mettait un coup d'insecticide, on partait. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est bien pris en compte de l'enlever, c'est vraiment mieux. Le pyrètre, c'est bien, c'est bon parce que en 72 heures, avec l'air, avec le soleil et tout ça, la molécule se désagrège et ça va très bien. Par contre, il y a la pyrimétrine qui, elle, n'est pas tout le même, qui, elle, va persister. Et le problème, c'est que quand un nid a été comme ça détruit, eh bien, c'est les mésanges qui vont aller manger les larves. Donc, si c'est rempli d'insecticides, pauvres mésanges, quoi. Et donc, là, c'est pareil. Avant, il y avait différents systèmes qui existaient, c'est encore l'année dernière. C'est-à-dire que quand le nid était trop haut, qu'il n'y avait pas possibilité de l'atteindre, eh ben, on y allait au paintball. Donc, au lieu de mettre des boules de peinture à l'intérieur, on mettait des boules de pyrètre, hein, et ils venaient tirer sur les nids. Il faut au moins 10 boules de pyrètre dans le nid pour que ça soit efficace, parce que la boule explose à l'intérieur. Mais souvent, il y a des nids qu'on retrouvait, les boules n'avaient pas explosé. Et bon, même si c'est un bon désinsectiseur, pour mettre 10 boules dans le nid, comme il ne fait pas beaucoup de biathlon, eh ben, il a en tiré 40. 40, puis les mêmes rapports. Quoi. Et les 30 autres, eh ben, elles allaient dans la nature. Ruisseau à côté, mare à côté et tout ça, les dégâts sont occasionnels. Donc, tu vois, c'était pas possible de... Donc maintenant, même les désinsectiseurs, ils disent non, on n'utilise plus cette pratique-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des dangers. Alors, il y en a qui se sont équipés de drones. Ils vont avec les drones, ils ont adapté une bouteille dessous le drone avec une grande canule, et ils viennent aussi avec le drone transpercer la paroi du nid et injecter la pyrètre dans le nid. Mais là, il faut que le nid soit accessible, qu'il ne soit pas au milieu de l'arbre. Parce que le drone aurait du mal à accéder. Surtout que la concentration des frelons, comme tu disais, des nids va être de plus en plus importante, donc il faut de plus en plus faire attention. 50 nids en 2022, dans le Doubs, qu'on a répertoriés, il y en avait sans doute plus, mais il y en a 50 qui ont été détruits, du moins. On a les chiffres, parce qu'on n'a pas tous les chiffres, mais des désinsectiseurs l'année dernière qui en ont détruit à peu près 500. Donc voilà, c'est ce qu'on dit à peu près, c'est que ça multiplie par 10. Donc cette année, ça va être... Ben non, ça sera peut-être 5000. Ça sera peut-être 5000. En Bretagne, ils ont détruit 18 000 nids l'année dernière. Ah oui, donc c'est énorme. Alors le petit conseil qu'on donne aussi quand on trouve un nid comme ça, puis qu'il y a un désinsecteur, parce qu'il y a deux systèmes, il y a des arrêtés préfectoraux qui obligent à la destruction des nids, mais s'il est sur le domaine public, c'est à la mairie de prendre en charge la destruction, donc de payer le désinsectiseur. S'il est sur le domaine privé, c'est à la personne de payer la destruction. Les mairies ne sont pas obligées de détruire. Et c'est assez cher, que tu disais, 80, 150 euros. Oui, dernièrement, c'est monté jusqu'à 400 euros la destruction d'un nid, suivant l'endroit où il est. Si c'est escarpé pour y aller, donc le désinsectiseur a des problèmes. Suivant la hauteur qu'il est, bon, il y a beaucoup de cas de figure. Donc un petit conseil, si un jour vous avez à faire détruire un nid chez vous, vous contactez un désinsectiseur et vous lui demandez un devis. Oui, pour être sûr avant, parce que... Et quand il arrive avec le devis, vous avez signé, il détruit, après la facture, il ne peut pas dire « Oh non, mais j'ai mis plus cher parce que c'était plus difficile ». Non, j'ai un devis, vous m'avez... Oui, ça sécurise. Et donc là, quand vous avez un nid à signaler, justement sur le site lefrelon.com, vous pouvez indiquer les positions GPS. Hein, avec les smartphones, maintenant, on a tous la position GPS. Donc vous notez exactement la position. Comme ça, le désinsectiseur... quand il intervient, il a les coordonnées exactes. Il va directement au nid. Il ne va pas passer une demi-heure à chercher l'arbre sur lequel, dans le secteur. Là. Donc ça va y gagner du temps. Et comme ça coûtera moins cher. En Bretagne, en Finistère, ou je ne sais pas quoi, 18 000 nids multipliés par 100 euros. Et ça fait de l'argent aussi. On est sur des budgets maintenant, dans certains départements, on est sur des budgets qui vont entre 500 000 et 1 million. Très conséquent. Hein. Et les pouvoirs publics ont laissé faire, et maintenant, je pense qu'ils s'en mordent les doigts de dire si on avait réagi beaucoup plus tôt, dès le départ, on n'en serait pas là maintenant. Mais au début, ils n'y ont pas cru. Quoi. Oui, c'est vrai que quand c'est nouveau, c'est comme toujours, personne ne s'attend à une évolution comme ça, et c'est souvent trop tard que la réaction se fait. Quoi. Mais voilà, donc si tout le monde s'y met, c'est pas réservé aux apiculteurs. Si tout le monde s'y met, on arrivera à maintenir la pression.
Voilà, parce que oui, il faut des yeux pour trouver tout ça. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a plein de choses qui se mettent en place à l'heure actuelle. Voilà, ça va évoluer. Oui, avec les élus aussi, beaucoup de réunions avec les élus, que tout le monde soit au courant. J'ai appris il y a 2 jours que le préfet de Haute-Saône avait signé un arrêté préfectoral d'obligation de détruire les nids. Ah oui, donc c'est une grosse avancée quand même. C'est une grosse avancée, mais il ne met pas les moyens financiers derrière. Oui, donc il va payer toujours pareil. Donc, voilà. Alors après, il y a certaines communes, même si les nids ne sont pas sur leur domaine, participent financièrement, donnent 50 €, par exemple, pour aider à la destruction. Hein. Bon, les maires ont compris. Des maires qui appellent en disant « Ah, il y a un nid, il est où ? Il est chez les privés. » Ah ben, vous n'avez pas obligation de le détruire, mais si vous ne le détruisez pas, l'année prochaine, au minima, c'est 10 nids qu'il y aura sur votre commune. Et sur les 10 nids, il y en aura 7 qui seront sur le domaine public. Et il y a, par exemple, le GDSA a fait un dossier auprès du Fonds vert, c'est le fonds qui gère un petit peu tout au niveau écologique. Avec l'agence de l'eau ? Avec l'agence de l'eau. Et donc, il y a le GDSA a obtenu une subvention, et dans cette subvention, il y a une partie aide aux destructions de nids. C'est-à-dire que le privé qui ne veut pas ou ne peut pas payer, ce qui est compréhensible, eh bien, il peut s'adresser au GDSA, et le GDSA prendra en charge la destruction du nid, financièrement. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on n'a pas non plus de quoi détruire 1000 nids. Oui, pas tous les nids, quoi. Donc il faudra se poser la question, c'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis, ou alors on donne un petit peu à chacun, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un choix compliqué, du coup, à qui donner, quoi. Très compliqué. Mais peut-être qu'à échéance, on arrivera à ce que les sommes, que ce soit les communes qui soient obligées de payer. Grand Besançon, ici, les 56 communes, le Grand Besançon avait comme dans l'idée de payer toutes les destructions de tous les nids. Même sur le privé. Même sur le privé. Et leur conseil juridique a dit c'est pas possible. Ah ouais ? L'argent public ne peut pas servir au domaine privé. Donc, c'était impossible. Donc il y avait l'envie, mais pas la possibilité. Voilà. Alors après, s'il y a un décret préfectoral qui stipule que la destruction doit être faite et prise en charge par la collectivité, là ça changera tout. Mais ça m'étonnerait qu'un préfet prenne cette responsabilité-là, parce que ça engagera le département, la région et voire l'État, quoi. Oui, donc pour l'instant, ils n'ont pas de consigne particulière. On va voir comment ça évolue par la suite. On est au début. Voilà. Du coup, on parle souvent du frelon asiatique, mais comment il est arrivé en France et à quelle période, du coup ? Ça, on a une précision sur l'apparition du frelon chez nous. Le frelon est apparu en 2004 du côté de la région de Bordeaux, chez un producteur de bonsaï qui a commandé des poteries en Chine, et donc il s'est fait livrer les poteries sur palette, et dans ces poteries, il y avait une fondatrice. 2004. Oui. Donc, on sait vraiment l'origine. Alors après, les muséums d'histoire naturelle, les scientifiques sont dit non, mais vous inquiétez pas, c'est une fondatrice. La consanguinité. Oui, la génétique va s'affaiblir. Oui, mais seulement il n'y a pas de consanguinité chez les insectes. Donc c'était impossible d'imaginer que ça allait s'autodétruire, entre guillemets. Et donc après, vous voyez, 2014, il y a eu un décret de 488, 5 et 6, je ne sais plus, enfin des choses complètement loufoques, qui stipule qu'il est interdit d'introduire des espèces envahissantes en France. Oui, donc ça faisait 10 ans qu'il était là, et en 2014, on a interdit de le faire détruire et de le faire entrer. Et là, en 2024, donc 20 ans après, on fête les 20 ans de la présence du frelon en France, en 2024, il y a un nouveau décret qui est paru qui dit qu'il faut s'inquiéter de la destruction des nids. Oui, donc ça prend du temps. Et on est sur des millions d'individus présents en France. L'Angleterre est touchée, la Belgique est touchée, la Suisse est touchée, l'Espagne, l'Italie. Oui, donc toute l'Europe. Toute l'Europe est touchée. Et ça va continuer, quoi, jusqu'à l'Europe de l'Est. Du nid secondaire, les premières fondatrices sont capables de se déplacer à 80 km.
Ouais, par an, du coup, chaque année, on peut... C'est pas des sauts de puce, là, c'est des sauts de géants. Hein. Et pour compléter un petit peu le schéma catastrophique de la présence de ces insectes-là, il y a un autre frelon qu'on appelle le frelon orientalis, hein, qui a été découvert il y a 3 ans dans une friche industrielle du côté de Marseille. Donc là, quand on l'a vu, et là, ils ont dit on ne va pas faire la même erreur que le frelon asiatique ou le frelon à pattes jaunes. Donc on va tout de suite mettre le paquet pour le détruire. Il arrive à Lyon. Ah oui, donc ça n'a pas marché non plus, quoi. Donc je pense qu'à échéance de quelques années, hein, d'ici 3 ou 4 ans, il remonte le couloir rhodanien, il va arriver chez nous, quoi. Oui, donc on n'a pas sorti de l'auberge. Et l'Italie qui l'a vu arriver aussi, on dit on va laisser faire. Il paraît que Rome est pourri de frelons orientalis. Il y en a plein partout. Et il s'attaque beaucoup aux ruches, moins, plus, on ne sait pas. Il a la même prédation que le frelon à pattes jaunes. Donc, et puis le dernier qui, là, pour l'instant, il est sur la côte américaine entre le Canada et l'Amérique, et qui vient du Japon, c'est Vespa mandarinia, hein, qui il tient à peu près dans la paume de la main. Oui, donc, il fait 5 cm. Celui-là, s'il arrive, ça sera quand même très très difficile de pouvoir supporter tout ça, quoi. Ouais, ça commence à faire beaucoup après. Oui, malheureusement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. On a fait le tour un peu du sujet sur le frelon asiatique. On a un peu tout vu, donc on espère que ça vous a plu. En tout cas, on a eu beaucoup d'informations par Gérard, donc on le remercie beaucoup. Il est vraiment passionnant quand on entend toutes ces... Et passionné. Et passionné, oui, ça se ressent. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis on espère que de votre côté, vous allez pouvoir essayer de gérer au mieux le frelon asiatique sur vos ruches, que vous soyez le moins impacté possible. Forcément, vous serez impacté. Mais voilà. Et n'hésitez pas à contacter des instances apicoles, le syndicat apicole du Doubs, il y a APHD du côté de Pontarlier, il y a le GDSA qui est sur le département, il y a l'UAPM, l'Union apicole du pays de Montbéliard, sur Montbéliard bien sûr, il y a le Rucher des Héros du côté de Charquemont. Donc voilà, ce sont des gens qui sont hyper sensibilisés, donc qui sauront vous apporter des réponses aux questions que vous posez. Voilà, puis je pense que si vous êtes dans d'autres départements, je pense que vous avez aussi d'autres associations, de syndicats, de groupements sanitaires chez vous. Donc voilà, il y a un peu du monde, je pense, un peu partout. Donc c'est important de se renseigner au niveau local pour avoir de l'aide et de l'accompagnement au plus possible. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.